Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Un accord de paix signé ce lundi 21 octobre entre le gouvernement soudanais et la coalition rebelle du Front révolutionnaire. L'objectif, permettre à l'aide humanitaire de parvenir aux zones enclavées du pays. Rencontre avec Baylan Diaye, le premier Sénégalais à l'origine de l'invention automobile B66, une voiture monoplace à injection électronique. Il nous présente son invention, son rêve d'enfance. Et en fin d'édition, Ulrich Vivance Poguet vient nous parler de la 13e édition du festival Jour de Bilan à Cotonou, au Bénin, qui se tiendra du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Un moment de festivité et de partage pour célébrer le passage à la nouvelle année. Mais tout d'abord, dans l'actualité, l'heure est au retour sur la scène politique pour l'ancien président Joseph Kabila. En République démocratique du Congo, le parti de l'ancien chef d'État Joseph Kabila met le cap en 2023 et vise la reconquête de la présidence. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi 23 octobre Emmanuel Ramazani Shadari, gouverneur de la province de Maniema, en marge d'une rencontre qui a rassemblé les principaux cadres du parti à Lubumbashi. Rappelons que le parti de Joseph Kabila contrôle la quasi-totalité des institutions de la République. Des lieutenants de l'ancien président dirigent l'Assemblée nationale, le Sénat ou encore la primature. Un nouvel accord de paix signé par le gouvernement soudanais et la coalition rebelle du Front révolutionnaire soudanais ce lundi 21 octobre à Juba, capitale du Soudan du Sud. L'objectif, permettre à l'aide humanitaire de parvenir aux zones enclavées, coupées totalement des groupes humanitaires durant le régime de l'ancien président Omar el-Béchir. Les précisions avec Marie-Colette Babasagana. Commandité par le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, l'accord de cessez-le-feu conclu ce 21 octobre entre le gouvernement soudanais et la coalition rebelle du Front révolutionnaire soudanais permettra de fournir une aide alimentaire dans les régions sinistrées par la guerre telles que le Darfour, le Nil bleu, le Darfour méridional pendant le régime de l'ancien président Omar el-Béchir. Nous confirmons par la présente notre engagement à instaurer la paix au Soudan et à lever les souffrances des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, ainsi qu'à mettre fin à l'injustice au Soudan. Les nouvelles autorités de transition chargées de préparer l'avènement d'un régime civil après l'éviction du président Omar el-Béchir se sont engagées à ramener la paix dans ces régions de conflit. La stabilité dans cette zone dépend de l'implication notamment de la communauté internationale. Parce que je rappelle bien que les groupes rebelles prennent comme base arrière les pays voisins. Donc la déstabilisation de ce pays par des pays voisins. Il faut notamment une implication des pays voisins. Il faut également que les Nations Unies puissent davantage s'impliquer à travers des sanctions, en essayant notamment de couper le financement de ces groupes rebelles en approvisionnement d'armes, en financement tout autre. Depuis le 14 octobre 2019, Juba accueille des pourparlers de paix entre le gouvernement soudanais et des troupes armées. Le conflit qui dure depuis des années a déjà fait des centaines de milliers de victimes et contraint des millions de personnes à fuir leurs habitations dans la région. L'Afrique du Sud peine à se relever face au poids de la dette. D'ici l'année 2020, le déficit budgétaire devrait atteindre les 6,1%, soit 1,6 point de plus que le chiffre annoncé en février 2019. Une situation déficitaire due aux nombreuses injections en liquidité pour aider les entreprises publiques. Des mesures d'allègement sont en cours d'exécution dans le pays, comme l'augmentation de la TVA de 14 à 15% pour renforcer les ressources nationales. Un sujet d'Ange Bijou Nomenio. L'Afrique du Sud risque d'alourdir le poids de sa dette en voulant sauver ses entreprises publiques. D'après un sondage réalisé par le groupe financier américain Bloomberg, le déficit budgétaire du pays devrait atteindre les 6,1% en 2020, plus que les 4,5% annoncés en février par le Trésor sud-africain. Cette prévision pessimiste est motivée par les nombreuses injections de liquidités à destination des entreprises publiques, telles qu'Eskom ou la South African Airways.
Le ratio de la dette publique au PIB est passé du simple au double en 10 ans. Cela a des raisons d'inquiéter naturellement. Mais je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour que les gens s'inquiètent à ce point. À partir du moment où ce ratio n'est que de 54% au PIB, je ne pense pas que ça puisse alerter autant d'inquiétudes. L'aggravation du déficit budgétaire pourrait entraîner une hausse de la dette publique sud-africaine. La dette publique du pays pourrait grimper à 95% du produit intérieur brut d'ici 2024 et constituer un frein aux objectifs de croissance. Il est question de voir par contre quel pourra être l'impact financier de ces entreprises publiques une fois redressées en termes de rentabilité et en termes de contribution au développement de l'économie sud-africaine. Je ne pense pas que face à la récession que nous subissons aujourd'hui, que le pays subit aujourd'hui, il faudrait encourager des politiques encore plus restrictives. La croissance du produit intérieur brut réel de l'Afrique du Sud devrait atteindre 1,7% en 2018-2019 et 2% en 2019-2020. Depuis son plus jeune âge, Baylan Diaye est passionné par les voitures. Dès l'âge de 8 ans, cet inventeur sénégalais tente de bricoler à l'aide de fils de fer des voitures en miniature. Un rêve d'enfant qui finit par se réaliser. Ses études scientifiques lui ont permis, quelques années plus tard, de construire une B66, une voiture monoplace à injection électronique. Une première au Sénégal. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. C'est sur cette corniche de Dakar que Baylan Diaye a décidé ce jour de tester sa voiture B66. Une monoplace pilotée par un calculateur. Elle est conçue autour d'un moteur de moto BMW 475 à injection électronique. Le défi pour Bayla était de faire une voiture made in Sénégal sans dépenser de l'argent. Ainsi, il construit une voiture avec uniquement des pièces de récupération, des phares de scooter, un volant de 205, des essieux de 505, sans oublier le tube du ferrailleur du coin. Baylan Diaye a réussi à marier tous les constructeurs du monde. Avec son système de freinage ABS, cette voiture n'a rien à envier aux voitures modernes. C'est un peu la voiture de mon enfance qui a grandi avec moi parce que déjà tout petit, je fabriquais des voitures de fil de fer et en grandissant, j'ai acquis des connaissances, ce qui m'a permis aujourd'hui de faire cette monoplace. Âgé de 54 ans, Baylan Diaye est titulaire d'un bac scientifique. Il a réussi depuis le bas âge à tracer un chemin dans l'univers de la conception automobiliste. Aujourd'hui, il exhorte les jeunes Sénégalais et Africains à s'investir dans la science et la technologie. Ceci pourrait permettre à développer le continent. J'ai vraiment l'impression que nous sommes réfractaires à la science et surtout à la technologie. Et c'est sûrement lié au système éducatif que nous avons hérité de la colonisation et dont l'objet n'était pas d'affranchir l'Afrique, mais surtout de la maintenir sous coupe réglée. Son génie en mécanique lui a permis d'être le premier Sénégalais à fabriquer une voiture. Le combat de Baylan Diaye aujourd'hui est de voir une nouvelle Afrique, une Afrique qui doit s'appuyer sur les connaissances et les compétences locales pour son développement. À la découverte de l'académie Unicycle God Knows Best dans la capitale Lagos au Nigeria, une école de monocycle créée par Olalekan Kuyoro qui a appris lui-même la discipline en 2012. Il a ensuite rapidement décidé d'enseigner ce sport aux enfants à plein temps qui, selon lui, apprennent plus vite que des adultes. Un sujet de Gladys Mwamba. La pratique du monocycle au sein de l'académie Unicycle God Knows Best est une activité extrascolaire proposée par Olalekan Kuyoro. Ce jeune Nigérian de 29 ans dirige une école dédiée à l'apprentissage de l'utilisation d'un véhicule à une roue en un tour de main pour les enfants de 7 à 15 ans. Une discipline encore peu connue au sein de la population à laquelle Olalekan Kuyoro s'est consacré en 2012. Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. On dirait un vélo cassé. Ils se demandent quel est l'avenir de ce truc. Je préférerais mettre mes enfants dans une académie de football plutôt que de les orienter vers cette chose. J'ai donc dû parler à quelques parents. Je me suis employé à les aider, à porter une ou deux choses, à essayer de créer une amitié avec eux, leur rendre des services pour que demain ou après-demain, ils puissent emmener leurs enfants à mon entraînement. Des entraînements donnés quotidiennement qui empêchent bon nombre d'enfants d'errer dans les rues, à l'instar de Kehinde Oguntokun, 14 ans. Depuis 4 ans,
il apprend à se stabiliser sur un véhicule à une roue, des séances qui lui ont permis de pouvoir aujourd'hui jongler avec agilité, tel un artiste de cirque sur un monocycle. Je fais du monocycle depuis 4 ans et j'aime le monocycle parce que c'est un nouveau sport. Les gens ne le pratiquent pas vraiment, c'est pour cela qu'il a l'air nouveau quand les gens le voient avec nous. Fondée en 2014, l'Académie Unicycle s'autofinance et dispose de 18 monocycles coûtant 7000 Naira l'unité, un matériel financé par l'argent récolté lors des spectacles rémunérés donnés par les élèves de l'Académie. L'école, God Knows Best, gagne en popularité. Plus de 40 enfants y ont déjà été formés et le compte Instagram compte désormais plus de 16 000 abonnés. Place à présent à la 13e édition du festival Jour du Bilan, un événement qui aura lieu du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Le FIJOB entend offrir au public de Cotonou au Bénin un moment festif lors du passage à la nouvelle année. Pour cette édition, un hommage sera rendu à l'artiste Stanton, décédé le 26 février dernier. Il a marqué la musique béninoise durant plus de 30 ans. Des artistes de Côte d'Ivoire et du Togo seront également au rendez-vous. La particularité de ce festival, des conférences débats organisées avec comme thème Génération consciente africaine. Pour en parler plus en détail, nous recevons Ulrich Vivance Poguet, commissaire du Festival international Jour de Bilan. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et c'est moi. Alors, le festival Jour de Bilan en est déjà à sa 13e édition. Et justement, quel bilan faites-vous des précédentes éditions de cet événement ? Le bilan, il est positif. Dans la mesure où aujourd'hui, 13 ans après, quand on se regarde, 13 ans après, quand on voit la programmation, 13 ans après, nous sommes à l'international. Ce n'est pas une fin en soi, mais on peut se dire le bilan il est positif. Le festival Jour de Bilan, si vous me le permettez, c'est l'histoire du Bénin. L'Africain, le Béninois que nous sommes en période de fête, nous allons à la plage. Et puis en 2006, 2007, 2008, on a eu beaucoup de noyades, beaucoup de cas de noyades au Bénin. Bon, qu'est-ce que moi je fais en toute modestie, moi, en tant que jeune qui démarrait sa carrière à la radio, à la télé, j'avais quelques amis artistes à côté, j'ai dit écoute, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je mettais un podium dans l'arrondissement, dans le 2e arrondissement de la ville de Cotonou, pour retenir ces jeunes, ces populations au quartier, les égayer parce que c'est en quête de distraction qu'ils vont à la plage. Donc ça a été expérimenté en 2006, un podium, j'ai eu des artistes, franchement, je veux dire merci à tous ces artistes qui se sont appropriés le projet. Voilà, on donne des spectacles aux populations et puis ça a été le déclic et puis 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on a frappé la porte aux Togolais, les Togolais nous ont dit ok, on y participe, la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content de vous présenter la 13e édition du festival Jour de Bilan. Merci beaucoup. Ouais. Et dans la présentation de ce festival, il est dit que cela a débuté sur un coup de tête, c'est l'expression utilisée. Ouais. Aujourd'hui, on est loin du coup de tête, c'est un événement qui est préparé des mois à l'avance. Les objectifs du festival ont-ils changé depuis sa création ? Pas totalement changé parce que quand vous faites face à un événement qui a pris de l'ampleur, il faut aussi changer aussi de stratégie. Hein. Nous sommes aujourd'hui en France par exemple. Hein. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce qu'il fallait apporter l'information, il fallait présenter. Le but de notre démarche, c'est de présenter ce festival à notre diaspora, la diaspora africaine ici en France, et aussi frapper à des portes parce que vous n'êtes pas sans savoir, un festival c'est des réseaux, c'est des cartes de visite qu'on échange. Donc nous sommes là, nous avons posé nos valises ici en France pour faire ça. Donc les objectifs, on n'a pas changé d'objectif, juste que quand ça évolue, il faut aussi préparer, il faut respecter des normes. Vous voyez, donc c'est ce que nous faisons. D'accord. Et le thème de cette 13e édition est Génération consciente africaine. On est dans une époque, dit-on, de prise de conscience, de réveil des peuples africains. De quoi sera-t-il question ici ? Il sera question d'éveiller, il sera question de conscientiser, il sera question de motiver. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse africaine, aujourd'hui, dans tous les domaines, quand vous prenez un jeune, toutes les entreprises, toutes les sociétés qu'on crée, ici en Europe ou un peu partout, quand on crée une
quand on parle d'une entreprise, quand on parle d'une marque, c'est des marques qui existent depuis très très longtemps. Mais pourquoi chez nous en Afrique, quand on prend une société créée par exemple en 2000, en 85, parce que moi je parle de 85, 83, au bout de 10 ans, au bout de 9 ans, on n'entend plus parler, ça prend des coups. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça a été toujours comme ça sur notre continent? Il faut éveiller, il faut quand même donner des âmes, il faut quand même frapper les quatre coins de cette jeunesse pour qu'après que cette jeunesse soit maître de son destin. Parce que on parle de musique et quand vous laissez la musique dans tous les domaines, la jeunesse africaine a des problèmes. Donc ce thème nous avons choisi ce thème pour ce festival rien que pour dire à la jeunesse africaine, écoutez, vous êtes le maître de votre destin, il faut que nous soyons conscients parce que nous avons des gens derrière, nous avons la génération passée qui nous regarde, qui dit, ces jeunes-là, ils ne vont pas y arriver parce que eux, ils ont raté peut-être au cours de leur parcours, mais nous sommes là aujourd'hui pour le dire, c'est possible, vous avez raté suite à vos erreurs, suite à tout ce que vous avez fait qui n'ont pas pu. Nous, on prend l'exemple et puis apporter notre pied à l'édifice qui est notre continent, l'Afrique. Et pouvez-vous nous parler un peu de la programmation attendue pour cette 13e édition? La programmation, déjà, dans la première semaine du mois de décembre, le premier vendredi du mois de décembre, nous allons lancer officiellement la chanson Bonne Année 2020. Vous savez, le festival a aussi un volet chanson. Les artistes que nous invitons sur le festival, on les envoie en studio avec le partenariat de l'association des managers actifs du Bénin et aussi des animateurs du Bénin, la PLAB. Nous sommes en partenariat avec eux, ce qui nous permet d'envoyer les artistes qu'on invite sur le festival dans un studio pour enregistrer une chanson Bonne Année. Ce depuis 2008, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons 11 chansons Bonne Année. L'année dernière, nous avons lancé la compile Bonne Année, une compile dans laquelle vous trouverez 10 chansons, 10 galettes musicales chantées par plus de 200 artistes du continent, c'est-à-dire je veux dire le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo et puis le Bénin. Donc nous allons lancer la chanson Bonne Année à travers une conférence de presse à l'Institut français de Cotonou. Et après ça, le 28, vous avez une programmation. Déjà, les artistes togolais seront là. Je vais parler de Miranda, je vais parler de San Luis. En Côte d'Ivoire, il y a Espoir 2000, le groupe mythique Espoir 2000. Pourquoi nous avons choisi le groupe Espoir 2000? Parce que nous rendons hommage à Stan Toron au cours de cette édition. Espoir 2000 a repris une chanson, un tube du roi du Tchèque système, Stan Toron. Donc ils seront sur le festival. On va retoucher cette chanson et à travers cette chanson rendre hommage à Stan Toron. Et après ça, il y aura plusieurs d'autres activités qui vont meubler ce festival tout au long des 5 jours. Parfait. Ulrich Vivance Poguet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le commissaire du Festival international Jour de Bilan, dont la 13e édition aura lieu du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.